Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence ce soir, malgré le temps radieux qui incite à faire l'école buissonnière. Bienvenue à cette nouvelle conférence de notre cycle annuel qui est consacré à notre polyclinique et aux diverses activités qui s'y déroulent. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 3 orateurs, dont une oratrice, qui sera d'ailleurs la première à prendre la parole. C'est le docteur Recour Brumioul, qui est pédiatre au sein de notre polyclinique et qui nous parlera de l'alimentation et de la nutrition chez l'enfant. Ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre le professeur Misson, qui consulte également chez nous à propos de 2 cas cliniques intéressants sur lesquels il préfère faire régner un certain suspense. Ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre le docteur Hamdi, qui est pneumologue et qui consulte également chez nous depuis, je pense, c'est octobre ou novembre de l'année dernière, c'est ça, et qui nous parlera plus spécifiquement de la gestion de l'embolie pulmonaire. Je cède la parole sans plus attendre au docteur Brumioul et je vous souhaite une bonne conférence. C'est une flèche pour avancer. Voilà, je vais un peu vous parler de comment nourrir les enfants. C'est un problème complexe qui demanderait peut-être même un congrès d'une journée, donc je vais un peu survoler, mais je vais essayer quand même de revoir avec vous les éléments importants de cette question. Donc, c'est pas seulement une question de choix d'aliments, mais c'est aussi connaître tous les processus par lesquels ces aliments vont être transformés pour pouvoir être utilisables par l'organisme pour assurer ses fonctions. Donc là, on est dans le domaine de la nutrition. C'est aussi connaître ce qu'est une alimentation saine et équilibrée et pouvoir adapter l'alimentation non seulement à l'enfant en bonne santé, mais aussi à l'enfant malade. Là, on est dans le domaine de la diététique. Alors, il y a toute une série de paramètres qui peuvent entrer en jeu. Évidemment, l'âge, c'est le premier paramètre en pédiatrie. Tout est fonction de l'âge, que ce soit l'alimentation, les pathologies, les traitements, l'évolution, les pronostics. Tout est toujours une question d'âge. D'ailleurs, quand on discute avec des pédiatres d'un patient, la première question, c'est quel âge? Donc, je vais surtout vous parler de cet aspect-là, parce que si on doit parler du reste, les cultures, les modes, etc., on en a pour trop longtemps. Donc, je vais surtout vous parler de l'évolution de l'alimentation avec l'âge. Et si on a un peu de temps, je vous parlerai de quelques adaptations en fonction de certaines maladies. Alors, l'âge, le bébé, on a le choix entre l'allaitement maternel ou l'alimentation artificielle. Le jeune enfant, on doit commencer à diversifier. Donc, je vais un peu reprendre avec vous quand et comment. L'âge scolaire, c'est-à-dire de 3 ans jusqu'à l'adolescence, les 2 priorités, c'est d'abord la croissance qu'il faut assurer dans des bonnes conditions et c'est aussi prévenir une série de pathologies de l'âge adulte. L'adolescent, eux, ils mériteraient une séance à eux tout seuls aussi, parce que parler de l'alimentation des adolescents, il faut automatiquement parler des dérives et des troubles du comportement alimentaire. C'est un problème très complexe, si vous voulez. Je peux venir vous en parler un autre jour, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui. Je vais quand même revoir avec vous l'industrie des laits artificiels, parce que c'est quelque chose qui a été, depuis le début de l'évolution, une espèce de Graal. Le Graal était vraiment d'approcher le plus proche possible de la composition du lait maternel. Et l'évolution, elle s'est faite progressivement en fonction des nouvelles substances qu'on identifiait dans le lait maternel, on les analysait, on déterminait leurs fonctions et puis on décidait si on les introduisait ou non dans les laits pour bébés. Tout ce cheminement a fait qu'on peut considérer que les formules actuelles sont des substituts tout à fait satisfaisants au lait maternel, mais je vais vous montrer qu'on n'a quand même pas l'équivalent. Je vais faire un rapide historique parce que ça permet un peu de voir le cheminement de la création de tous ces laits.
Donc, c'est pas si vieux que ça. C'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a commencé à essayer de faire des laits qu'on appelait laits adaptés. Mais on était loin du compte parce qu'en fait, il s'agissait de couper le lait de vache, moitié ou 2/3, et pour les rendre suffisamment caloriques, on ajoutait du saccharose ou des farines d'amidon. Dans les années 50, on a écrémé partiellement ou totalement le lait de vache, qui était beaucoup trop riche en acides gras saturés, et on a remplacé par des graisses végétales, riches, elles, en acides gras polyinsaturés. Donc actuellement, c'est toujours essentiellement des graisses végétales qui sont utilisées dans les laits pour bébés. Alors, dans les années 60, on s'est rendu compte que la caséine, qui est une protéine qui flocculait dans l'estomac des bébés, était fort indigeste pour eux, et on a progressivement diminué la quantité de caséine et mis plutôt de la lactalbumine, donc la protéine du lait maternel, qui est beaucoup plus digeste pour les petits. Donc, on a aussi, à ce moment-là, introduit du lactose dans les laits, parce que sinon, au départ, on était toujours avec le saccharose et les farines d'amidon. Et on a appelé ces laits, pour ceux qui s'en souviennent, les laits humanisés. On était très fiers, on croyait qu'on avait des laits très proches du lait de mère, mais on n'y était pas encore. Alors, dans les années 60, on a déminéralisé les laits, parce qu'ils étaient 4 fois plus riches en minéraux que le lait maternel, et surtout le rapport calcium-phosphore était très mauvais, avec beaucoup trop de phosphore, et on avait des bébés qui faisaient de l'hyperphosphatémie et qui par contre faisaient de l'hypocalcémie. Donc on a diminué tout ça et on a enrichi par contre en certains sels minéraux qui étaient très peu présents dans le lait de vache, comme le fer, le cobalt et d'autres. On a aussi commencé à introduire des oligoéléments. Alors, dans les années 70, on a fait des laits de soja. Alors maintenant, ils sont abandonnés depuis notamment le scandale du soja transgénique et de la découverte des phytoœstrogènes dans le lait de soja. Ça, c'est un peu plus tard, on les a supprimés. Mais il faut quand même bien reconnaître que pendant 2-3 décennies, heureusement qu'on les a eus, pour les enfants allergiques aux protéines de lait de vache ou intolérants au lactose. On les a quand même à l'époque beaucoup utilisés. Alors, dans les années 90, les laits de soja disparaissant tout doucement, on a essayé de faire un lait pour les enfants allergiques aux protéines de lait de vache en hydrolysant les protéines de plus en plus. À l'heure actuelle, et depuis déjà un bon moment, on sait que c'est encore fort allergisant, ces hydrolysats. Et donc, pour les enfants qui ont vraiment des problèmes d'allergie franches, ça ne va pas. Donc, on les a gardés plutôt comme prévention. Donc, c'est un lait qu'on donne aux bébés qui naissent dans des familles où il y a des allergies sévères et on les donne plutôt en préventif. Alors, les laits AR sont apparus aussi dans les années 90, donc ça, ce sont des laits anti-régurgitation. On ajoutait de la caroube ou de l'amidon. Alors, dans les années 90 aussi, on a commencé à faire ce qu'on a, enfin, on n'a pas commencé, parce qu'il en existait déjà 2, des diètes semi-élémentaires, mais elles étaient plutôt réservées au milieu hospitalier. Elles n'étaient pas vraiment encore entrées dans le commerce courant, en pharmacie quand même. Hein. Donc, les diètes semi-élémentaires, là, c'est des hydrolysats poussés, donc c'est beaucoup moins allergisant. Il n'y a pas de lactose, c'est des dextrine maltose et on met des graisses végétales. Dans les années 2000, on a poussé les choses encore plus loin. On a hydrolysé les protéines jusqu'à ne plus avoir que des acides aminés. Alors, après les années 2000, on s'est beaucoup intéressé à la flore intestinale des bébés. Et comme toujours, on a comparé la flore intestinale des bébés nourris au lait de mère et la flore intestinale des bébés nourris avec un lait adapté. Et on s'est rendu compte que les flores étaient très différentes. Et donc, on a commencé à introduire dans les laits adaptés ce qu'on appelle les probiotiques, donc c'est-à-dire les germes, notamment des lactobacilles et des reuteri, comme on l'appelle, et des bifidobactéries qu'on introduit maintenant dans les laits pour bébés. On a aussi découvert des polysaccharides qui
avait la capacité de modifier la flore intestinale et de la rendre plus proche de la flore intestinale des bébés nourris au lait de mère. Et donc, on a introduit ces polysaccharides, des polysaccharides et des fructopolysaccharides. On les appelle les gosses et les fosses. Donc, on les a introduits aussi dans les laits pour bébés, et ça, c'est ce qu'on appelle les prébiotiques. Alors, il y a eu aussi des formules avec les deux qu'on appelle les symbiotiques. Et alors, plus récemment, donc, on a découvert des plus petits peptides, des monosaccharides, plutôt dans le lait de mère, qui avaient aussi la capacité de modifier la flore intestinale des bébés à qui on en donnait. On les appelle les HMO. Donc, la panacée maintenant pour les tout petits, c'est de mettre des HMO. Alors, tout ça, c'est très bien, mais alors on se retrouve actuellement avec une multitude de formules qui fait que même quand on est un peu au taquet, on s'y perdrait presque, tellement il y en a et tellement elles sont toutes un petit peu différentes les unes des autres. Donc, c'est pas évident de s'y retrouver, d'autant plus que les noms des laits changent souvent. Il faut faire attention parce qu'il y a parfois une utilisation abusive ou inadéquate de formules spéciales. On donne par exemple un lait H1 à un enfant qui n'en a pas besoin. Il faut d'autant plus faire attention que c'est quand même cher et que les formules spéciales coûtent cher. Et il y a aussi le problème de la reconstitution ou des préparations qui sont parfois pas tout à fait bien faites, du moins dans certains milieux. Et puis, il faut aussi savoir, par exemple, si on prend un lait à air, si on reconstitue à froid, ça ne va pas aller. On va avoir des grumeaux dans le biberon et l'enfant ne saura pas boire, ça va boucher la tétine. Il faut les reconstituer à l'eau chaude. Donc, c'est tous des trucs qu'il faut expliquer aux gens et qu'il faut connaître, évidemment. Alors, voilà une idée du nombre de formules. Et encore, il n'y a pas les formules thérapeutiques, là. Alors, pour essayer de s'y retrouver, on les a un peu classées. C'est une classification qui date déjà, ceci, parce que quand on l'a faite, on a décidé que les laits de départ, c'est-à-dire les laits qu'on utilise jusque 6 mois, devaient avoir moins de 2 grammes par 100 millilitres et que les laits de suite pouvaient avoir plus de 2 grammes. Il faut savoir que maintenant, tous les laits jusqu'à l'âge d'1 an, même ceux de suite, ils sont en dessous de 2 grammes. Ils sont même souvent pour les laits de départ autour de 1 à 1,2 et pour les laits de suite autour de 1,4, 1,5. Donc, je vais y revenir tout à l'heure, on a fortement déprotéiné les laits. Alors, pour chaque classe, donc pour ceux de départ jusqu'à 6 mois et pour les autres, on a chaque fois les laits de substitution, donc ceux à utiliser quand l'allaitement n'est pas possible. Ils peuvent être à prédominance de lactosérum ou de caséine. C'est la même chose pour les laits de deuxième âge. Et les laits spéciaux, il y a les HA, les AR. Il y a ce qu'on appelle les laits de confort. Donc, c'est tous les laits dans lesquels on a introduit maintenant des prébiotiques, des probiotiques ou des HMO. Et alors, il y a les laits thérapeutiques. Les laits thérapeutiques, il y a essentiellement les laits sans lactose, les diètes semi-élémentaires. Donc, les diètes semi-élémentaires, c'est des hydrolyses à poussée de protéines. C'est sans lactose, c'est généralement de dextrine maltose et c'est des graisses végétales. Et alors, il y a les laits acides aminés qui sont souvent riches en amidon. L'amidon étant là pour un petit peu diminuer le côté amer des acides aminés, parce que pour faire boire ça aux enfants, c'est pas toujours très évident. Alors, donc, tous ces laits n'arrivent quand même pas à être aussi bons, je vais dire ça comme ça, que le lait maternel. Parce que dans le lait maternel, on trouve des composés bactériostatiques ou bactéricides qu'on ne trouve pas dans les laits artificiels. Les acides amino-acides gras essentiels, on est parvenu à les mettre. La biodisponibilité du calcium, des minéraux en général, des oligoéléments, même si elle est quand même bonne dans ces laits-là, elle est moins bonne que dans le lait de mère. Toutes les vitamines sont là, sauf la D. Il ne faut pas oublier que le lait de mère ne contient pas beaucoup de vitamine D, même si les mamans ne sont pas carencées, et donc il faut en donner au bébé. C'est la seule chose qu'il faut vraiment donner en plus. Alors, il y a des enzymes
Il y a des facteurs de croissance, des hormones, des facteurs immunitaires et anti-inflammatoires. Donc tout ça, on n'a pas encore su vraiment les mettre dans les laits artificiels. Alors, le lait de mère, donc c'est l'idéal. Si on ne peut pas, si on ne sait pas, ben, c'est le lait adapté toute la première année, donc avec un lait de départ puis de suite. Si possible, jusqu'à l'âge de 18 mois, c'est même mieux de maintenir un lait de deuxième âge. Puis après, on peut passer à ce qu'on appelle les laits de croissance. Il en existe des numéros 1, 2, 3 pour aller jusque 3 ans. C'est vrai qu'ils sont quand même intéressants parce qu'ils sont adaptés pour les enfants et surtout, ils sont enrichis en minéraux, oligo-éléments et vitamines. Donc, on peut franchement laisser jusqu'à l'âge de 2 ans, même 3, mais en tout cas jusqu'à 2 ans, c'est bien. Alors, comment est-ce qu'on va diversifier l'alimentation? C'est un peu, enfin, c'est même pas un peu, c'est tout à fait une question finalement neurologique parce qu'il faut que le tonus du cou soit suffisant pour qu'on puisse passer à une alimentation autre que le biberon qu'on donne au bébé. Et il faut surtout, pour pouvoir lui apprendre notamment à manger à la cuillère, que le réflexe d'extrusion de la langue s'atténue. Donc, le bébé, si vous lui mettez le biberon en bouche, il met sa langue en dessous de la tétine et elle sort, enfin, sa langue s'aplatit et sort. Donc, quand vous arrivez avec une cuillère, ben, il va faire la même chose. Alors, souvent, on a des mamans qui disent « Ah, il n'aime pas, il ne veut pas sa banane. » Ben, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il n'a pas encore appris à ne pas avoir ce réflexe d'extrusion de la langue et donc, peut-être qu'il aime bien, mais il ne sait pas amener suffisamment de sa panade dans le fond de sa bouche. Mais c'est important à dire aux parents parce qu'ils croient qu'ils n'aiment pas, alors ils forcent. Et plus on force, plus le bébé s'énerve, et plus le bébé s'énerve, plus la mère s'énerve. On a parfois des enfants après qui ne veulent plus manger. Donc, c'est important de savoir qu'il faut que ce réflexe se perde et qu'ils arrivent à avaler correctement. La mastication, ben, c'est la même chose, c'est 8-9 mois pour pouvoir mastiquer. Ça dépend un peu de la dentition aussi, mais le mouvement lui-même, il faut cet âge-là. Donc, il faudra des aliments mous ou mixés jusqu'à l'âge de 8-9 mois. Si on a ça de temps en temps aussi, des mamans qui essayent de mettre des morceaux. Ah, il est grand assez, il devrait manger des morceaux, et puis ça ne va pas, et puis le bébé recrache, et puis après, il ne veut plus manger non plus. On a parfois des anorexies qui découlent de problèmes presque techniques de cet ordre-là. Donc, l'idéal, c'est la cuillère. Si vraiment ça ne va pas, s'il a encore trop ce réflexe d'extrusion de la langue, on peut donner au biberon. Mais il faut quand même faire attention que si on donne au biberon, ben, on dilue, donc on diminue les calories. Et que de toute façon, il faut essayer quand même de revenir à la charge régulièrement sans forcer parce que l'éducation à un nouveau mode alimentaire, si on n'apprend pas au bon moment, ça n'ira pas non plus. Si on attend qu'ils aient 1 an et demi, ils ne voudront pas non plus. Alors, quel aliment? Il y en a qui disent c'est la soupe, d'autres la panade. Ben, peu importe, soupe ou panade, il faut essayer. Si ça ne va pas, on essaye l'autre et puis on revient à l'autre une quinzaine de jours après. Les choses importantes, quand même, pas de sel dans la soupe et pas de sucre dans la panade. Et alors, il faut toujours essayer d'avoir une quinzaine de jours avant l'introduction d'un nouveau fruit, d'un nouveau légume, parce que ça peut quand même être allergisant aussi. Chez les gros bébés, moi, personnellement, je commence souvent par la soupe parce que c'est moins calorique que la panade. Alors, le petit dîner, ben, il faut le donner dès que la cuillère est bien acceptée. Et il ne faut pas trop tarder à mettre de la viande parce que souvent, les enfants à ce moment-là sont à 4 repas avec 2 fois du lait, un repas de fruits. Et donc, pour peu qu'ils ne boivent pas tout à fait bien leur lait ou qu'ils aient un lait un peu trop peu riche en protéines, ben, ils pourraient manquer un peu de protéines. Il ne faut pas oublier qu'ils doivent quand même grandir beaucoup. Donc, on peut, dès l'âge de 5 mois, mettre 15 à 20 grammes de viande maigre ou de volaille. Alors, après l'âge de 6 mois, ben, on varie plus. On introduit progressivement le poisson, le pain, etc. Toujours 15 jours quand ce sont des aliments plus allergisants comme le poisson ou l'œuf, par exemple. Alors, il faut éviter les viandes préparées parce qu'il y a des nitrites. Les kiwis, les fraises, c'est 2 exemples, mais il y a d'autres fruits, notamment tous les fruits exotiques. Il ne faut pas les mettre trop tôt parce qu'ils sont quand même plus allergisants aussi. Les légumes riches en nitrates, bien les laver, les peler. Sinon, avec les nitrates, on a facilement de la méthhémoglobinémie chez les bébés.
les goûts forts, hein, les poivrons, les oignons, il y a peut-être d'autres choses auxquelles j'ai pas pensé. Et alors les champignons, ça c'est quand même important, ne pas donner avant 1 an, parce que avant 1 an, ils n'ont pas l'enzyme dont le nom ne me revient pas. Ils n'ont pas l'enzyme nécessaire pour arriver à digérer les champignons. Donc ça, il faut attendre au moins l'âge d'1 an. Alors, les petits pots, plats préparés, tous ces machins-là, donc là aussi, il y a profusion dans le commerce. Et c'est très compliqué parce que les apports en calories, en matières grasses, en protéines de tous ces petits pots-là sont très variables de l'un à l'autre, d'une firme à l'autre. Donc, il faut un peu savoir lire les étiquettes pour voir si on n'est pas trop peu riche en calories et s'il y a bien tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut savoir qu'il y a quand même une réglementation très sévère de l'AFSCA sur ce genre de produits, même s'il y a quand même eu de temps en temps l'un ou l'autre petit scandale. Hein. Lire les étiquettes pour les allergies aussi, évidemment. Alors, le fait que ce soit très variable en apport nécessite de varier. Alors, parfois, il vaut mieux un petit peu qu'une préparation ratée, hein, et ça arrive plus souvent qu'on le croit. Alors, après l'âge d'1 an, c'est la période où il faut éduquer au goût, c'est-à-dire qu'il faut faire goûter des choses variées aux enfants, mais il ne faut pas forcer. Parce que si on force, après, ils ne veulent plus. En plus, on est dans l'âge de l'opposition. Donc, si vous voulez vraiment les faire manger à tout prix quelque chose et qu'ils ne veulent pas, ça ne va pas aller. Il vaut mieux attendre et revenir par après. C'est l'âge aussi où il faut apprendre les rythmes des repas des collations. 3 repas normalement, hein, et 2 collations, une à 10 heures, une à 4 heures, qui sont comme importantes chez les petits-enfants et même chez les plus grands. L'importance du petit déjeuner. Hein, il y a des familles où on ne fait pas déjeuner, même des tout petits comme ça. La famille ne déjeune pas, les parents ne déjeunent pas, mais l'enfant ne déjeune pas non plus. Au pire, au mieux, pardon, on lui donne un biberon. Alors, pas ajouter des calories inutiles, hein, il ne faut pas commencer à sucrer, à mettre des farines dans tout. Il faut les habituer à boire de l'eau pure. Il faut souvent expliquer qu'un enfant ne doit pas manger des rations d'adultes, hein, parce qu'on voit aussi ça assez souvent. Respecter les signaux physiologiques de satiété. Quand un enfant a bien mangé, il n'a peut-être pas tout à fait fini son assiette, il ne faut pas le forcer à finir son assiette à tout prix. Pas utiliser la nourriture comme récompense, c'est un peu dans le même ordre d'idée. Tu auras un dessert si tu manges bien tout. L'enfant n'a plus faim, voilà, il ne faut pas agiter le dessert pour qu'il finisse une assiette. Alors les habitudes, évidemment, manger à table, pas devant la TV. Et là, l'exemple parental est très important. Et là, quand on a une maman qui est devant une série à manger des chips, un papa qui est devant son jeu vidéo, à grignoter je ne sais pas quoi, l'enfant, il fait quoi? C'est des choses qu'on voit souvent. Alors, les aliments qu'ils voient, dont ils ont envie, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Avant l'âge de 2 ans, c'est non pour tous ces trucs-là. Après l'âge de 2 ans, donc, comme je vous le disais, il y a un moment, on est dans l'âge de l'opposition, donc il ne faut pas tout interdire non plus, d'autant qu'ils voient. Donc, les chips, en général, on conseille de laisser ça pour les fêtes, par exemple. Les frites, si les parents en mangent, à condition qu'ils n'en mangent pas 5 fois par semaine, ce que j'ai déjà vu. Aussi, on donne 2-3 frites quand les parents en mangent. Limonade, il faut essayer d'éliminer aussi les limonades, coca, etc., plutôt leur donner des jus de fruits. Et alors, les chocolats, on peut donner de temps en temps, après l'âge de 2-3 ans, un petit chocolat, mais bon, on ne va pas leur donner une tablette, on va leur donner une mignonnette. Donc, tout ça est une question de dosage, et c'est aussi à cet âge-là une question d'établir des règles, parce que les enfants de cet âge-là, ils ont besoin de règles bien précises et claires. D'ailleurs, ça les sécurise. Si on ne leur met pas des règles comme ça bien précises et claires, ils ne vont pas être sécurisés, ou ils ne vont pas être contents, ils vont s'opposer, ils vont râler, ils vont faire des crises de colère. Donc, il faut mettre les règles. La mignonnette, c'est le dimanche matin, par exemple, c'est le dimanche matin. Quand ils le savent, les enfants, et que c'est bien établi, ça se passe bien.
Alors, je vais vous parler un petit peu, j'en prends un petit peu le temps, de la prévention de l'obésité. Donc, d'abord, la première chose que je vais vous dire, pourquoi est-ce qu'on a déprotéiné les laits par rapport aux anciennes formules? Parce qu'il y a eu plusieurs études, dont une sur un très grand nombre d'enfants, qui a montré que lorsqu'on chargeait un peu trop en protéines d'alimentation, pas uniquement dans la première année, mais dans les 2-3 premières années, on avait tendance à stimuler un peu trop la croissance de tous les tissus, de tous les organes, y compris du tissu adipeux. Et donc, quand vous voyez d'ailleurs sur les boîtes de lait, il est parfois mis prévention de l'obésité. Ben, ça, c'est parce que c'est un lait où les protéines ont été fortement diminuées. Maintenant, il n'y a pas que ça, et je vais vous l'expliquer dans un moment. Donc, après l'âge d'1 an, il faut leur apprendre à ne pas sauter le petit déjeuner, ne pas les laisser grignoter et il faut préférer les fruits ou les produits lactés aux collations. Si on leur apprend ça tout petit, ça va faire partie de leurs habitudes. Donc, j'ai sauté la première ligne, je crois, parce que je parlais des protéines. Ne jamais mettre un bébé de moins d'1 an au régime. J'entends trop souvent des mamans qui se sont fait engueuler à l'ONE parce que le bébé était trop gros. Et on dit, ben, il faut donner du lait demi-écrémé. Ah non, sûrement pas. Et l'écrémé, encore moins. Avant l'âge d'1 an, jamais. Avant l'âge d'1 an, les enfants doivent manger normalement et il ne faut pas les mettre au régime. Et s'ils sont un peu trop gros, je vais vous montrer qu'avant l'âge d'1 an, ce n'est pas trop grave. Il y a moyen de rattraper les choses. Donc, après l'âge d'1 an, je vous ai déjà dit. Après l'âge de 2 ans, là, on peut éventuellement utiliser un lait demi-écrémé si vraiment on a affaire à un enfant vraiment beaucoup trop gros. Mais ce qu'on voit fréquemment, c'est des enfants qui consomment des boissons sucrées. Donc, ça, il faut vraiment les supprimer. Il faut faire attention aussi aux yaourts à boire parce que ça, c'est très calorique, c'est sucré et gras. Et aux biscuits chocolatés, hein, tous les Raider, Léo et je ne sais pas tout quoi qu'on voit partout dans les mallettes. Et alors, il faut, quand on a affaire à des familles où il y a un problème d'excès de poids, apprendre aux personnes à lire les étiquettes parce que on est parfois surpris de certaines choses qui sont beaucoup plus caloriques qu'on croit et parfois l'inverse aussi. Alors ça, je vous ai mis cette dia-ci. Elle vient de la thèse du professeur Fernand Bonnet, que certains d'entre vous ont peut-être connu. Il a fait une thèse dans les années 70 sur l'obésité et il avait fait des biopsies de tissus adipeux à tout âge, chez les adultes aussi. Ici, j'ai repris les enfants. Monsieur Bonnet, donc il était pédiatre et il a terminé sa carrière comme directeur médical au CHU dans les années 90. Donc, si vous ne l'avez pas connu, lui, vous connaissez peut-être un de ses enfants parce qu'il en a 5 qui sont médecins. Voilà. Alors, lui, il a montré qu'en fait, la première année de vie, il n'y a pas beaucoup de multiplication du tissu adipeux. C'est le diagramme de droite. Par contre, il y a une augmentation de volume des cellules. Et alors ça, c'est rassurant pour l'obésité de l'enfant d'1 an parce que l'augmentation de volume, c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie, ça, c'est toujours réversible. Donc, on peut toujours faire redevenir des grosses cellules adipeuses petites. Par contre, quand elles se multiplient, ça, c'est plus compliqué. On ne sait pas les faire se démultiplier. Mais la première année de vie, comme vous voyez, il n'y a pas une hyperplasie importante. Donc, la multiplication, c'est ce qu'on appelle l'hyperplasie. Par contre, à partir de l'âge d'1 an, ça grimpe. Et il y a une poussée plus marquée encore à la puberté. Donc, les gros bébés à 1 an, d'ailleurs, vous en avez sûrement tous connu, des bébés tout ronds à 1 an qui s'affinent ultérieurement. Mais il faut qu'ils s'affinent, il ne faut pas qu'ils restent gros, parce que s'ils restent trop gros, là, ils vont commencer à multiplier, ça va être plus ennuyeux. Donc, bébé d'1 an, avant d'1 an, pas de régime, et s'ils sont trop grands à 1 an, c'est à ce moment-là qu'on doit faire attention à ce qu'ils s'affinent. Voilà. Alors, un peu plus grand, donc on arrive à l'âge maternel et l'âge primaire, toujours 3 repas, 3 collations, un petit déjeuner correct. On permet un pain au chocolat ou un croissant 1 fois par semaine, mais encore une fois, il faut établir une règle. Voilà, c'est par exemple le dimanche matin, c'est pas les autres jours. La même chose que ce que j'ai dit tantôt pour les collations.
il faut contrôler les apports en sucre rapide, hein, tout ce qui est bonbons, limonade, biscuits, etc. Par contre, il ne faut pas supprimer tous les sucres. J'ai déjà vu ça aussi. Il faut supprimer les sucres, on supprime tous les sucres. Mais les sucres lents, ils en ont besoin, principalement au déjeuner et au dîner, parce qu'il leur faut de l'énergie. Il faut évidemment adapter les quantités à l'âge. Il faut des légumes tous les jours. Ce n'est pas gagné non plus. Il faut 1 demi-litre de lait ou d'équivalent, l'équivalent ça peut être un produit lacté, un fromage, etc. par jour, ne fût-ce que pour les besoins en calcium, ne pas forcer la faim et, comme je l'ai déjà dit, attention à l'aliment récompense. Ça, ce sont les moyennes d'apport calorique nécessaires en fonction de l'âge. Vous voyez que ça augmente, mais par kilo de poids, en fait, il faut beaucoup plus à 1 an ou 2 que plus grand. À la puberté, là, ça réaugmente nettement. Alors, s'il y a une mauvaise alimentation, ben, toute une série de choses peuvent se passer, des troubles digestifs, des carences alimentaires, une fragilité aux infections, une mauvaise croissance. Donc, les enfants doivent toujours avoir leur courbe de croissance, elle doit être surveillée de près. L'obésité, avec tous les problèmes secondaires que l'on peut avoir dans ces cas-là, et des diabètes de type 2, c'est pas si rare que ça d'en voir chez les adolescents. Des fois, dysmétaboliques, on en voit aussi. Des hypertensions artérielles, moins, mais on en voit quand même. Et des anomalies du bilan lipidique aussi. C'est lié à la gravité de l'obésité, mais aussi à la durée. Donc, plus l'obésité commence jeune, plus on risque de voir ces problèmes-là apparaître plus tôt. Et c'est lié essentiellement aussi à l'hypertrophie. Donc, l'hyperplasie ne s'accompagne pas beaucoup de troubles métaboliques. Par contre, l'hypertrophie, donc des cellules plus grosses, oui. Alors, les troubles du comportement alimentaire, on en voit même chez les jeunes enfants, même si c'est la panacée de l'adolescence. Hein. Alors, quand il y a maladie, ben, il y a un peu deux situations. Le traitement de la maladie est alimentaire. Je vais vous donner quelques exemples. Où l'alimentation doit être adaptée à la pathologie et cela fait partie intégrante du traitement. Alors, quelques exemples où le traitement de la maladie est alimentaire, la maladie cœliaque, par exemple, un régime sans gluten, ce qui n'est pas quand même très facile comme régime, l'intolérance au lactose, ben, il ne fera pas de lactose, les allergies alimentaires, il faudra éliminer l'allergène, et alors certaines maladies métaboliques, par exemple la phénylcétonurie, d'ailleurs le phényldon, qui est le lait qu'on donne à ces enfants-là, existe depuis les années 70, donc on savait déjà hydrolyser jusqu'à ne plus avoir que des acides aminés, puisqu'on avait fait pour ce lait-là, et on avait enlevé la phénylalanine. Il existe aussi des laits de ce type-là pour la leucinose, une maladie encore plus rare que la phénylcétonurie. Alors, ça fait partie intégrante du traitement dans l'obésité, la mucoviscidose, où il leur faut plus de calories parce qu'il y a une malabsorption, il y a une déperdition et il faut, fonction des enzymes qui reçoivent, gérer les apports en protéines et en acides gras. Alors, le diabète, au fur et à mesure qu'on évolue dans les insulines, il y a de moins en moins de régimes en quelque sorte, hein, parce qu'avec des insulines très rapides qu'on a maintenant, on peut gérer un apport assez rapide de sucre beaucoup mieux qu'avant. Maintenant, il faut tout de même continuer à faire attention de ne pas leur donner des sucres rapides n'importe quand et en trop grande quantité, même si on peut s'envoyer un petit shoot avec sa pompe, c'est quand même pas tout à fait l'idéal non plus. Mais enfin, c'est vrai que c'était beaucoup plus compliqué avant quand on devait travailler avec des insulines qui agissaient 4 à 6 heures ou qui agissaient une demi-journée. Il fallait vraiment qu'on règle l'alimentation en fonction de l'insuline. Alors, l'hypercholestérolémie, c'est rare en pédiatrie, mais ça existe, on en a quand même de temps en temps. Alors, il faut aussi adapter l'alimentation à tout enfant malade, à tout enfant opéré, à un enfant qui a un handicap, hein, comme les IMC par exemple.
Donc là, ça c'est aussi, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que il y a beaucoup de produits qui peuvent être utilisés pour les alimentations par sonde ou par gastrostomie. Il y a des produits tout à fait spécifiques pour les tout petits. Alors il y en a un peu de toutes les sortes, hein, des plus caloriques, des moins caloriques, des écrémés, des non écrémés, des avec fibres, des sans fibres. Donc c'est tout un panel qui permet tout de même d'adapter très bien aux besoins de l'enfant. Alors, donc, tout ça, c'est un partenariat entre les parents, le pédiatre, la diététicienne. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute. C'est vous qui manipulez? Voilà. Oui, d'accord. Alors, ne m'envoyez pas que sur le fait que les diapositives sont en anglais. C'est un exposé que j'ai fait il y a 3 semaines à un mois à la Société européenne de neurologie pédiatrique. Et j'ai choisi en fait 2 cas cliniques que j'ai vécus en consultation personnellement au cours des derniers mois, basés sur le fait que le diagnostic n'avait pas été suspecté. Ce sont 2 cas différents, mais qui aboutissent à un même diagnostic. Le premier, vous voyez, des maux de tête présents pratiquement donc, tous les jours pendant des mois, et le deuxième, de douleurs au niveau de la nuque et au niveau donc, des membres, avec une faiblesse. Voilà. Et donc, simplement donc, pour rappeler aussi des points importants de pratique de médecine et notamment de neurologie, mais qui est aussi tout à fait applicable en médecine générale, hein, c'est qu'il faut, pour arriver à un diagnostic tout à fait approprié, faire un recueil méticuleux de toute l'histoire clinique. Vous verrez que ça n'avait pas été fait. Il faut un examen clinique aussi tout à fait approprié et bien sûr choisir les examens cliniques en fonction donc de ce que l'on a constaté. Et dans les 2 cas, ces 3 règles de base n'avaient pas été franchement respectées, aboutissant donc à un diagnostic retardé. Et donc le premier cas, il s'agit d'un enfant de 12 ans, sans histoire particulière au niveau familial ni personnel. Et il avait une histoire de maux de tête depuis environ 3 mois. Il y avait peut-être bien eu effectivement au camp, un camp de sport, une chute. Et bon, il y avait eu quelques petits maux de tête le lendemain. Il avait été examiné, on avait refait un scanner cérébral qui était normal. Et puis, les choses en étaient restées là. 2-3 semaines plus tard, il continue à se plaindre de maux de tête et son médecin généraliste a fait faire une biologie. Donc vous avez là pour le BV, donc la mononucléose, les titres d'anticorps, qui pour moi ne sont pas très pathologiques. Et on en arrive quand même à dire, parce qu'une mononucléose, quelques semaines plus tard, on contrôle et les résultats n'ont pas changé. Son polybunel était négatif aussi, donc le diagnostic de mononucléose, point d'interrogation. Et il continue donc à présenter des maux de tête plusieurs fois par jour, recevant du paracétamol, de l'ibuprofène, et arrivant donc à la consultation de neuropédiatrie, après donc presque 3 mois, sans qu'il y ait d'amélioration. Il manquait l'école, il perdait du poids, il était fatigué. Un examen clinique qui ne montrait pas grand-chose, si ce n'est le fait qu'effectivement, on voyait qu'il avait maigri, et quand même, un rhumbert qui était un petit peu instable. Donc, migraine plutôt que mononucléose, mais avec quand même des maux de tête assez fréquents et assez intenses. Donc, je l'ai quand même mis sous riboflavine à titre antimigraineux, mais en disant aussi aux parents, écoutez, il faut qu'on revoie le diagnostic
et refaire des examens un peu plus complets et orientés, avec, comme il y avait beaucoup de maux de tête, bon, certainement, hein, une résonance magnétique. Ça, c'était donc pour le cas 1. Le deuxième cas, c'est donc un enfant qui avait donc à peu près le même âge, que j'ai vu quelques mois plus tard, présent, sans histoire clinique non plus. Et bon, depuis un mois, il avait des douleurs au niveau de la nuque qui étaient un petit peu mobiles et qui étaient présentes le matin, s'irradiant vers l'épaule et le bras droit, avec un manque de force. Premier diagnostic qui avait été posé par son médecin, c'était des contractures et on a fait de la kinésithérapie sans gros effets. Hein. Et on a été un petit peu aussi négligé, son manque de force. C'est un gamin qui un jour, au cours d'éducation physique, devait faire un exercice en étant pendu donc à une barre et carrément, il a perdu sa force et il est tombé la même chose quelques jours plus tard, hein, alors qu'il était sur une plaine de jeu. Voilà, revu, on a dit contracture musculaire, pas d'examen, continuer donc de la kiné. Et bon, moi je le vois donc après un mois et demi d'évolution, avec toujours ces plaintes de douleurs au niveau de la nuque, d'épisodes donc de faiblesse, s'améliorant peut-être parfois un petit peu, mais aussi une limitation de la nuque, et il paraissait avec un torticolis et une déviation donc, de la tête. En l'examinant, effectivement, un gamin qui paraît raide, et pour se déshabiller, ben, il utilisait essentiellement son bras gauche, il ne savait pas utiliser son bras droit de manière correcte. Au niveau membre supérieur, je me souviens encore de lui avoir fait l'épreuve de barré, et il se tenait le bras gauche bien droit, le bras droit un petit peu comme ça fléchi. Il y avait peut-être quand même aussi un petit barré du côté gauche et les réflexes qui étaient accentués à droite. Rien au niveau vestibulaire, rien au niveau cérébelleux. Et puis, chose qui n'avait pas été faite, ben bon, je regarde sa nuque qui est effectivement raide, je le fais coucher avec un lacet, impossible d'arriver à 90 degrés. Donc, il n'y avait pas eu d'examen clinique, et donc même chose. Ben, je dis, il faudrait effectivement compléter les examens, peut-être faire une IRM, peut-être une biologie différente, et bon, et une moelle. Hein. Et donc une ponction lombaire. Voilà les résultats donc des examens du premier cas, donc la biologie générale banale. Bon, la sérologie était avec une mononucléose, mais qui n'est pas, pour moi, pas pathologique. Tout le reste des sérologies courantes banales avait été fait aussi, le Covid qui était donc négatif, et l'IRM normal. Et au cas 2, donc de nouveau, IRM cérébral normal, hémato normal, pas de signe inflammatoire, EBV n'avait pas été fait là, l'herpès non plus, et les autres sérologies, bon, négatives. Mais il y a en consultation, et je me souviens, j'étais avec chaque fois avec une stagiaire, une étudiante de 4e doc. Bon, on en a discuté avec les pédiatres et on s'est dit, il faut quand même revoir la situation. D'autant que le cas 1, bon, c'était un gamin qui vivait dans les Ardennes belges, près de Libramont. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, il y a une chose auquel il faut penser absolument, bon, le Borrelia. Et donc, on a fait la sérologie, qui était donc effectivement positive pour les IgM et les IgG, avec présence, et ça c'est quelque chose qui n'existait pas quand on était étudiant, bon, le dosage des anticorps pour rechercher donc certains antigènes et donc mise en évidence d'anticorps contre les antigènes P18, 19, enfin spécifiques donc du Borrelia. La ponction lombaire, 21 éléments donc pathologiques, une protéinorachie un petit peu élevée. La PCR n'a pas poussé, ceci dit,
on en a conclu quand même que c'était, plus que probablement, compte tenu de tout le contexte, bon, une mononucléose, et il a été traité par ceftriaxone. Une borréliose, pardon. Il a été traité pour borréliose par ceftriaxone. Le cas 2, et bon, de nouveau, même chose, avec l'étudiante qui était là à la consultation, en reposant des questions et en ayant en mémoire, pour ce qui me concerne, le cas que j'avais vu, le premier cas que j'avais vu 2-3 mois plus tard, je me dis, tiens, est-ce qu'on n'est quand même pas de nouveau devant une histoire de ce type-là, de type borréliose? Et on questionne, c'est la stagiaire elle-même qui a posé la question, qu'est-ce qu'il a fait pendant les vacances? Et à ce moment-là, le gamin a dit, ah ben oui, j'ai été au camp avec les scouts et j'ai même été piqué, j'ai fait un peu de fièvre et un érythème. Du coup, ben, de nouveau, resérologie pour la borrelia, avec bon, des résultats positifs pour les IgG, mise en évidence également d'anticorps spécifiques pour certains antigènes et une ponction lombaire donc, qui était effectivement pathologique, même si la PCR était négative. Mais vous savez qu'avec le temps, le germe peut très bien avoir disparu du liquide céphalo-rétinien. Traité, lui, par doxycycline, et les choses ont, comme pour le premier, bien évolué. Et donc, je me suis retrouvé avec 2 cas, avec des présentations peut-être un petit peu différentes. Au départ, il n'y avait pas une histoire tout à fait évidente, mais des évaluations qui ont été un petit peu approximative et donc aboutissant à un manque de diagnostic. La borréliose a été retenue chez les deux en ayant prêté attention au contexte, en ayant une anamnèse complète qui me paraît plus importante que de faire des examens par routine. Et bon, ça rappelle aussi, Madame Raucourt s'en souvient peut-être d'un exposé auquel on a un jour entendu à la Citadelle à Liège, où le docteur Tripart avait présenté la maladie de Lyme, cette grande imitatrice. Et donc, effectivement, la neuroborréliose, la maladie de Lyme, ça peut mimer beaucoup de choses, et ça, il faut effectivement le savoir, et c'est ce qui entraîne souvent des diagnostics un petit peu retardés. Et donc, pour rappeler un petit peu, donc, neuroborréliose, donc, piqûre de tique, soit donc, le Borrelia burgdorferi ou garinei, et donc y penser absolument dans des régions forestières. Donc, les stades primaires, donc avec la localisation, l'érythème migrant, mais en se rappelant que ça peut très bien manquer. Un stade intermédiaire avec maux de tête, fièvre, fatigue, etc., pour arriver à une neuroborréliose qui peut être centrale ou périphérique, avec notamment, et ça c'est la plus connue, l'atteinte du nerf facial, mais aussi méningo-radiculite, ce qui était le deuxième cas, ou une méningite lymphocytaire tout à fait isolée. Et donc, le diagnostic, il faut d'abord l'évoquer sur le plan clinique, et puis compléter par les sérologies en se rappelant que les sérologies sont souvent très, très variables. Mais donc, il faut remettre ça effectivement dans le contexte. Le CSF, le liquide céphalo-rétinien, est perturbé avec la protéine orangie, la lymphocytose. Et donc, le PCR peut être tout à fait négatif, le germe ayant disparu, et on fait un immunoblotting, bon, traitement, céphalosporine ou doxycycline. Mais donc, je crois que, bon, malheureusement, actuellement, on fait fort des protocoles systématiques. Quand vous arrivez aux urgences, clap, on fait toute une série de trucs et on ne réfléchit plus à la clinique. Donc, il faut remettre l'histoire du patient avant de regarder les examens et les résultats. Voilà.
Donc bonjour, donc moi je suis le docteur Hamdi, je suis pneumologue. Aujourd'hui je vais discuter avec vous et vous présenter la maladie veineuse thromboembolique et surtout l'embolie pulmonaire. Donc l'objectif de cette présentation est d'avoir une vision claire, pratique et actualisée sur cette pathologie qui est fréquente en Belgique et qui reste un défi quotidien dans la prise en charge hospitalière comme dans la prise en charge ambulatoire. Donc voici le sommaire de ma présentation. Donc il vous donnera un aperçu clair des différents thèmes qui seront abordés les uns à la suite des autres. Donc, l'embolie pulmonaire est une pathologie qui est assez fréquente, potentiellement grave, et dont l'incidence est en augmentation ces dernières années, notamment grâce à l'amélioration des outils diagnostiques. Selon les dernières données épidémiologiques, 35 000 patients sont hospitalisés chaque année. Donc, les dernières données sont plutôt en France qu'en Belgique. Donc, on les a récupérées de France. Et l'incidence globale est estimée à 1,57 pour 1000 habitants, ce qui la place parmi les urgences médicales les plus fréquentes. Malgré les projets thérapeutiques, la mortalité hospitalière reste aux alentours d'environ 5%. Et donc, l'embolie pulmonaire représente la troisième cause de mortalité cardiovasculaire après l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral. Concernant les facteurs de risque de maladies thromboemboliques veineuses, ceux-ci peuvent être classés selon deux axes. Donc, le premier est l'intensité, qui peut être majeure ou mineure, et le second, la durée, transitoire ou persistant. Parmi les facteurs transitoires majeurs, on retrouve un épisode de chirurgie récente, une immobilisation prolongée ou encore la prise de traitements hormonaux comme les traitements œstroprogestatifs. Les facteurs transitoires majeurs, eux, incluent des situations comme des voyages prolongés ou une immobilisation de plus courte durée. Enfin, on a aussi des facteurs persistants majeurs qui sont surtout représentés par des cancers actifs ou des thrombophilies assez sévères comme le déficit en antithrombine 3 ou le syndrome des antiphospholipides. Cette classification est très importante car elle permet d'anticiper le risque de récidive d'une part et d'autre part d'adapter la durée du traitement anticoagulant en individualisant la prise en charge à chaque patient. Donc à présent, je vais discuter très brièvement de la physiopathologie de la formation d'un thrombie. Donc, ce qui est important à retenir, c'est la triade de Warkov qu'on a un peu tous étudié en médecine. Donc il décrit trois mécanismes physiopathologiques majeurs à l'origine de la formation d'un thrombus veineux. Donc, premièrement, on a un épisode de stase veineux, comme on retrouve par exemple lors d'un alitement prolongé, d'une immobilisation post-opératoire ou lors d'un long voyage en avion ou autre. Deuxièmement, une lésion de la paroi vasculaire qui peut survenir, par exemple, lors d'un traumatisme, lors d'une chirurgie ou d'une inflammation locale. Et enfin, un état d'hypercoagulabilité qu'on retrouve, par exemple, qui peuvent être congénitales, comme dans certaines thrombophilies, ou plutôt acquises lors de cancers, de grossesse ou de prise de traitement œstroprogestatif. Donc, ces trois facteurs, seuls ou associés, créent un terrain propice à la formation d'un thrombus veineux. Concernant le diagnostic de l'embolie pulmonaire, le tableau clinique est très aspécifique et inconstant. Donc, les symptômes peuvent être des précordialgies ou des douleurs pleurétiques, qui sont le plus souvent unilatérales et majorées à la respiration. Le patient peut présenter de la tachypnée, avec ou sans désaturation, une tachycardie qui doit toujours alerter plutôt, surtout quand elle est inexpliquée. Et plus rarement, le patient présente de la toux ou des hémoptysies, notamment lors d'épisodes d'infarcissement pulmonaire. Ces signes doivent être interprétés ensemble plutôt, et toujours être contextualisés en fonction de la situation clinique. Donc ici, on a le score de Genève révisé. Donc c'est un score qui permet d'estimer la probabilité clinique d'une embolie pulmonaire avant de réaliser les différents examens complémentaires. Donc, il présente l'avantage de reposer sur différents critères qui sont objectifs. On a l'âge, des antécédents de maladies veineuses thromboemboliques, des facteurs cliniques tels que
la fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque. Une fois les poids totalisés, la probabilité clinique est classée en faible, donc de 0 à 3, modéré de 4 à 10 ou élevé au-dessus de 11. Ensuite, ensuite, le diagnostic d'embolie pulmonaire reproche sur une approche intégrée qui combine donc une probabilité clinique, biologique et des examens d'imagerie. Donc, on a les D-dimères qui peuvent être dosés. On peut aussi doser des marqueurs cardiaques tels que les troponines et les NT-proBNP, qui, eux, ne permettent pas de poser le diagnostic comme l'embolie pulmonaire, comme les D-dimères, mais qui sont plutôt pronostiques et qui renseignent sur le retentissement du caillot sur le cœur droit. L'examen de référence pour le diagnostic reste l'angioscanner thoracique, car il permet de visualiser directement le thrombus dans l'artère pulmonaire. Et en cas de contre-indication, notamment lors d'insuffisance rénale aiguë ou d'allergie à l'iode, aux produits de contraste iodé, on peut utiliser d'autres examens tels que la scintigraphie ventilation-perfusion ou dans des situations aiguës, l'échographie cardiaque en visualisant des signes indirects à l'échographie. Donc ça, c'est une dia très importante car donc, chez les patients avec une suspicion faible ou intermédiaire, on dose initialement les D-dimères. Et donc, chez ces patients, si les D-dimères sont négatifs, on peut exclure, surtout chez les patients jeunes, directement le diagnostic d'embolie pulmonaire sans avoir recours à l'imagerie. Si les D-dimères sont positifs ou si la probabilité clinique est élevée, on passe directement à l'imagerie, donc à l'angioscanner, qui est l'examen de référence. Et si l'examen d'imagerie est négatif, donc là, on demande une seconde lecture ou alors on refait un nouvel examen d'imagerie. Donc, une fois le diagnostic d'embolie pulmonaire posé, la première étape de la prise en charge consiste à stratifier le risque du patient, c'est-à-dire ce risque via le score de SPC qui va nous permettre d'orienter au mieux le patient dans la suite de la prise en charge. Donc, ce score, SPC, qui est en fait un score simplifié du score PECI, est un score pronostique qui permet d'évaluer la mortalité à 30 jours des patients. Il repose sur 6 critères et chacun des critères vaut 1 point. Un score égal à 0 définit un risque faible, c'est-à-dire une mortalité inférieure à 1%. Ce qui permet d'envisager, chez la plupart des patients, une prise en charge ambulatoire. En revanche, un score supérieur ou égal à 1 indique plutôt un risque non faible et justifie une hospitalisation. Et donc, une fois le score SPC calculé, on va orienter au mieux notre patient. Donc, les patients avec un risque faible, c'est-à-dire avec un SPC égal à 0, peuvent être pris en charge en ambulatoire à 2 grosses conditions. Donc, d'une part, qu'on juge que l'observance thérapeutique va être correcte chez le patient et que le patient va être suivi rapidement, soit par un médecin généraliste ou un médecin spécialiste dans les 72 heures. En revanche, si le score PECI est supérieur ou égal à 1, on doit hospitaliser notre patient. Et donc, on va compléter à ce moment la prise en charge par la réalisation d'une échographie cardiaque qui va nous permettre de voir si on a des signes de dysfonction ventriculaire droite et la réalisation de marqueurs cardiaques tels que le dosage des troponines et des NT-proBNP. Donc, si ces 2 examens reviennent négatifs, donc l'échographie cardiaque et la biologie, le patient est classé en risque intermédiaire faible et est hospitalisé sans nécessité de monitoring. En revanche, si on a des signes de dysfonction ventriculaire sur l'échographie et des marqueurs qui sont soit la troponine, les NT-proBNP majorés, le patient est hospitalisé. Donc, le patient est classé en risque intermédiaire fort et dans ce cas-là, il nécessite une hospitalisation en salle monitorisée car ce sont des patients qui peuvent décompenser assez brutalement. En cas d'instabilité hémodynamique, qui est définie par l'état de choc circulatoire, l'embolie pulmonaire est dans ce cas-là dit à haut risque et le patient doit être hospitalisé en réanimation.
À présent, je vais parler de la prise en charge ambulatoire de l'embolie pulmonaire. Donc ici, on a un organigramme qui est assez synthétique et qui nous permet d'évaluer au mieux la prise en charge ambulatoire des patients. Et donc, ce sont uniquement les patients qui ont un SPSI égal à 0, et donc les patients qui sont à faible risque. Donc, une fois le diagnostic confirmé, il est nécessaire d'initier assez rapidement un traitement anticoagulant. Donc, chez les patients à faible risque, le traitement de choix reste les anticoagulants oraux en monothérapie, donc surtout le Xarelto ou l'Eliquis. Chez les patients qui sont hospitalisés, notamment ceux qui sont à risque intermédiaire, faible ou élevé, on va privilégier les héparines de bas poids moléculaire. L'héparine non fractionnée, elle est plutôt réservée dans les cas d'instabilité hémodynamique, d'insuffisance rénale avec une GFR en dessous de 30 ml par minute, ou si une thrombolyse est envisagée, comme ça peut être le cas chez les patients à risque élevé aux soins intensifs. Et enfin, le traitement par vitamine K est plutôt réservé aux patients qui présentent un syndrome des antiphospholipides ou une grosse insuffisance rénale, en dessous de 30 de GFR. Après l'initiation du traitement, les patients sont revus en ambulatoire, idéalement après 72 heures, soit par le médecin traitant ou par le pneumologue. Cette consultation est primordiale car elle permet d'une part d'exclure les complications précoces telles que l'hémorragie, l'infarcissement pulmonaire ou les surinfections, de prévoir une biologie et d'être sûr qu'on n'a pas de dysfonction hépatique ou rénale ou d'autres atteintes de l'hémogramme. Et enfin, elle permet de voir si le patient a bien compris sa pathologie, d'être sûr que le patient est compliant à son traitement, si on a une tolérance clinique qui est correcte. Après cela, le patient est revu à 1 mois où on refait un peu la même chose. On réexamine le patient, on est sûr qu'on n'a pas de complications, on vérifie la tolérance du traitement. Si le patient, donc on vérifie la tolérance du traitement, on fait une éducation thérapeutique aussi aux patients et on envisage une orientation étiologique, notamment chez les patients jeunes ou chez les patients sans facteur déclenchant. Donc, l'orientation étiologique après un épisode de maladie veineuse thromboembolique ne doit pas être systématique, mais elle doit toujours être guidée par un contexte clinique. Donc, chez les patients avec un facteur de risque évident, tel qu'une chirurgie, un voyage récent, on y réalise, en tout cas pour le premier épisode, pas de bilan complémentaire. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un épisode non provoqué, et notamment chez des patients jeunes, donc en dessous de 50 ans, ou en cas de récidive, une recherche étiologique peut être envisagée. Donc, le bilan de thrombophilie peut être discuté à ce moment-là et généralement, on le fait au bout de 3 mois de traitement. Donc, la recherche de néoplasie repose avant tout sur une bonne anamnèse, un examen clinique complet, des examens de routine qui doivent être... Donc, les examens de routine doivent être réalisés en fonction de l'âge et du sexe du patient. Les marqueurs tumoraux ne doivent pas être dosés en routine. Il n'y a pas d'indication de réaliser de PET scanner ou de scanner thoraco-abdominal ou abdominopelvien de manière systématique, en tout cas après un premier épisode. Enfin, il est nécessaire de s'assurer que le bon dépistage oncologique habituel du patient ait bien été fait. Donc, la consultation de suivi à 3 et 6 mois marque une nouvelle étape en fait importante dans la prise en charge parce que d'une part, elle permet donc on continue, on évalue le patient, la tolérance du patient. Elle permet aussi de rechercher une dyspnée persistante, une fatigue anormale que l'on retrouve dans la maladie veineuse thromboembolique chronique et surtout on recherche des signes d'hypertension pulmonaire chez ces patients. Donc c'est la stade du groupe 4. Donc si on a une dyspnée persistante chez un patient qui a fait une embolie pulmonaire, au bout de 3 mois de traitement, donc on fait un examen de scintigraphie ventilation-perfusion pour être sûr qu'on n'a pas de défect perfusionnel persistant et on demande une réalisation d'une échographie cardiaque chez nos confrères cardiologues pour être sûr qu'on n'a pas d'hypertension artérielle pulmonaire. Ensuite, cette consultation permet de réévaluer la durée du traitement anticoagulant. Et donc, la question de la durée se pose systématiquement chez chaque patient après un épisode de maladie veineuse thromboembolique. Donc,
celle-ci dépend de deux paramètres. D'une part, de la cause de l'événement thromboembolique et d'autre part, de l'équilibre entre le risque hémorragique et le risque de récidive. Donc, on distingue deux grandes situations. D'une part, d'un côté, le traitement de courte durée, généralement 3 à 6 mois. Donc, ça s'applique vraiment aux maladies veineuses thromboemboliques provoquées par un facteur transitoire majeur. Donc, ici, l'objectif est vraiment de traiter l'épisode aigu et d'arrêter l'anticoagulation une fois le facteur écarté. De l'autre côté, les traitements peuvent être prolongés, voire indéfinis. Et donc ça va concerner différentes situations que je vais vous exposer dans la suite de l'exposé. Donc le traitement anticoagulant de courte durée, généralement 3 à 6 mois, est recommandé dans plusieurs situations bien précises. Donc il s'agit d'abord, il s'applique d'abord aux patients ayant eu un premier épisode de maladie veineuse thromboembolique provoqué par un facteur transitoire majeur, mais aussi il peut aussi être envisagé après un épisode non provoqué à condition que ces conditions soient favorables, c'est-à-dire une femme de moins de 50 ans, un risque hémorragique élevé, un facteur de risque mineur et transitoire, et si la règle HER-DO2 est négative. Donc ce score est un score qui permet un score qui nous permet de voir les femmes qui sont à risque de récidive. Donc plus il est faible, moins les femmes sont à risque de récidive. Donc, le traitement anticoagulant peut être prolongé, voire maintenu à vie. Et donc, ça concerne diverses situations. Donc, d'une part, la maladie, donc le syndrome des antiphospholipides, des embolies pulmonaires sans facteur, le syndrome des antiphospholipides, les patients avec des facteurs persistants majeurs, comme lors de cancer, les patients présentant un syndrome des antiphospholipides, les patients ayant eu un épisode non provoqué à haut risque de récidive, ou encore les patients ayant eu un deuxième épisode de maladie veineuse thromboembolique non provoquée. En conclusion, la prise en charge de l'embolie pulmonaire a considérablement évolué ces dernières années. Le développement des NOAC a profondément transformé notre approche en facilitant la prise en charge ambulatoire tout en assurant sécurité et efficacité. Mais cette stratégie ne peut fonctionner qu'à condition de maintenir un suivi étroit et régulier, surtout à la phase aiguë, afin de détecter et de traiter au mieux les complications des patients. Voilà. Bien, je remercie à nouveau nos orateurs et notre oratrice et je les invite à me rejoindre et on va voir s'il y a pour répondre aux questions qui ne manqueront pas d'être posées. Est-ce que pour commencer, nous avons des questions? Alors ne vous étonnez pas si je répète certaines questions, c'est pour que les gens qui sont en distanciel les entendent. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Est-ce qu'en distanciel, nous avons des questions? Ok. C'est que vous avez été très clair alors. Moi, j'avais quand même une question pour Monsieur Misson. Est-ce que, donc, comme les PCR étaient négatives, est-ce qu'on a poussé plus loin les explorations au niveau du liquide céphalorachidien, puisque on s'est dit qu'on allait commencer le traitement antibiotique et puis comme ça avait eu un effet, une efficacité, on n'a pas creusé pour avoir vraiment la confirmation. Mais, disons que non. Il n'y a rien à faire. On était quand même pris par une histoire qui, dans les deux cas, traînait quand même déjà depuis un certain temps. Si on veut attendre les résultats de toutes les sérologies et les recherches d'antigènes, ça prend quand même un certain temps. Mais bon, on avait quand même ici, dans les deux cas, des éléments cliniques qui laissaient penser que les choses étaient très, très probables. Et donc, on a entamé le traitement sans attendre. Peut-être pas le soir même de l'admission, c'était peut-être le lendemain ou le surlendemain, mais on n'a pas attendu 15 jours avant d'avoir tous les résultats. Ceci dit, bon, comme on a reçu après
la mise en évidence donc d'anticorps contre des antigènes bien spécifiques du borrélia, ça nous a conforté dans le fait que le diagnostic était bien réel. Et est-ce qu'il y a un EMG qui avait été fait chez celui qui avait des cervicobrachialgies? Un électromyogramme? Non, on ne l'a pas fait. Bon, on aurait pu, si on avait voulu être tout à fait académique, ceci dit, bon, l'aspect clinique était clair, et donc je crois qu'il fallait de nouveau aussi le traiter, on ne pouvait pas se permettre. Ceci dit, ça s'est passé dans un hôpital périphérique où avoir un EMG n'était pas non plus facile. Donc, mais voilà, et je m'empresse de dire que bon, ces deux patients ont été aussi revus en consultation, hein, et cliniquement ont bien évolué. Merci. Oui, Sandra? Oui, directement. Donc, la question, c'était, est-ce qu'on doit faire un relais HBPM avant de commencer par l'anticoagulant par voie orale? La réponse était non. OK. Pas d'autres questions, remarques? Eh bien, il me reste à remercier encore une fois nos orateurs de ce soir et à vous convier au petit verre de l'amitié qui aura lieu près de la cafétéria dans l'entrée. Je vous remercie.